Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milon, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Thomas Chauveau. Il est cofondateur de NotFund Token et du projet MetaFight. Comment tu vas, Super Thomas? Romain, et toi? Merci pour l'invitation. Bah écoute, en pleine forme. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3? Eh ben Romain, j'ai fait plusieurs choses, toujours de la gestion de production et je l'ai fait dans l'événementiel, dans l'audiovisuel et plus récemment dans les applications mobiles, plus particulièrement en réalité augmentée. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup ce que tu faisais et ce qui t'a donné envie de rentrer dans le Web3? Mon premier contact avec le Web3, ça a été on va dire les débuts de Bitcoin, pas vraiment les débuts, mais au bout d'un an et demi après sa sortie, où je suis tombé dessus un petit peu par hasard et la mentalité, les raisons pour lesquelles tout ça avait été créé m'ont intéressé, même si j'y comprenais pas grand-chose. Donc mon premier pas dans le Web3, ça a été en 2013 d'acheter un peu de Bitcoin. Et puis, avec des amis, notamment Mathurin, qui est l'un des cofondateurs de NotFund Token, on a toujours continué à faire de la veille, on va dire, sur le monde blockchain, à se dire qu'un jour, on voudrait travailler sur ces outils-là, mais sans trop savoir comment. Et quand la deuxième vague NFT est arrivée, la première en 2017, on avait essayé d'acheter un CryptoKitties avec 800 euros de frais de gaz, on s'était dit que c'était pas mûr encore comme techno. Et quand c'est revenu, fin 2019, début 2020, Mathurin a remis le nez dedans et m'a recontacté en me disant, écoute, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de repartir là, on devrait s'y réintéresser. Et puis, moi, j'étais dans la R, dans la VR, sur le côté. Je voyais pas mal de ponts à faire avec ce nouvel engouement NFT. Donc, on s'est associé avec une troisième personne qui s'appelle Julia Mahé. On a créé l'agence NotFund Token en se disant que on savait pas forcément ce qu'on allait en faire tout de suite, mais qu'il y avait beaucoup de gens qui pourraient être intéressés dans l'avenir sur ces sujets Web3 et que on allait commencer par faire de la pédagogie, aller voir les marques, les agences, les personnalités en leur disant il se passe quelque chose, vous allez voir ceci est l'avenir. Donc, on va vous expliquer comment rentrer dans l'avenir. Donc ça fait une dizaine d'années que tu as acheté tes premiers bitcoins, ça fait à peu près 4 ans que tu es dans le monde des NFT. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment lancé et que tu as lancé cette agence-là? Tu vois, parce que entre l'idée et arriver dans ce monde, le connaître et le faire de manière professionnelle, il y a un gap. Voilà, comment tu as rencontré tes premiers clients, comment tu t'es fait vraiment une culture là-dessus? Donc, c'était avant tout une histoire de rencontre. La première rencontre, c'est celle avec Julia, qui est venue compléter notre mentalité avec Mathurin, de commencer à vouloir faire quelque chose dans le Web3 sans être totalement précis. Julia, en tant qu'avocate, avait déjà bossé sur des projets blockchain, avait une vision sur ce sujet-là qui était plus pratique, on va dire, et concrète que nous qui étions un peu plus rêveurs. Et de mettre cette mentalité-là ensemble, on a réussi à pouvoir créer un projet derrière. Et puis, il y avait aussi tous les contacts qu'on avait eus dans nos différents métiers d'avant, à qui on a pu proposer, de faire de la pédagogie autour de la blockchain, de leur expliquer ce que c'était. On a tout de suite vu qu'il y avait un engouement, que les gens savaient pas encore trop comment mettre le premier pas, mais que clairement ils voyaient il y avait un avenir qui était en train de se créer. Et quand on a eu ces premiers échanges, qu'on a eu ces premiers sourires et ces premiers intérêts de personnes qui pourtant d'un premier abord seraient peut-être pas des grands fous de la technologie, on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce moment-là. Et puis la deuxième rencontre, ça a été aussi avec les fondateurs de Ternoa, donc la blockchain française Ternoa que tu connais, il me semble, Romain, où la mentalité a tout de suite matché et où on a eu envie en fait d'autant plus de créer des produits sur cet écosystème quand on les a rencontrés. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui ce que vous proposez concrètement en termes de services au sein de NotFund Token à vos clients? Voilà, quelle est votre approche et quelle est votre valeur ajoutée? Alors aujourd'hui, avec NotFund Token, on a plusieurs branches. La première, elle va être vraiment très pédagogique, c'est-à-dire que tu entends parler de loin du Web3, tu sais qu'il peut y avoir un intérêt à y rentrer, mais tu ne sais pas du tout comment. On fait souvent, c'est l'allégorie avec 1998. Tu vois que les sites internet commencent à transformer
la clientèle de tes concurrents et tu te dis mais comment je peux faire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quels sont les codes? Et ben ça va être notre premier service à apporter en disant voilà, depuis zéro, on va essayer de voir avec toi l'intégralité des possibilités pour ton entreprise ou toi en tant qu'artiste de pouvoir faire un premier pas dans le Web3 sans pour autant passer pour un opportuniste, sans pour autant pas respecter les codes, on va dire peut-être de ce milieu, parce il y en a pas mal. Donc ça va être notre première offre de service. La suivante, ça va être ensuite de la conceptualisation et toute la partie création artistique. On est entouré de concepteurs, de DA, et on est partenaire avec des grandes boîtes de création graphique 3D par exemple ou des choses comme ça. Et on va pouvoir t'aider à créer un univers graphique, à créer un univers technologique pour ton projet. Et ensuite, on va avoir toute une offre également pour accompagner les équipes à la mentalité Web3, à pouvoir dans une entreprise créer un service Web3 interne, par exemple. Et pour ça, il faut des compétences, bien sûr, mais il faut aussi saisir les nouveaux codes de marketing décentralisé, par exemple. C'est pas exactement la même manière de faire de la communication pour atteindre un public Web3 que pour, en tout cas, le public Web3 de maintenant que pour atteindre un public classique. On va prendre les exemples des influenceurs, par exemple. On l'a bien vu depuis un an. C'est pas parce qu'un influenceur partage votre projet NFT que c'est un bon projet NFT. Voire même au contraire, ça devient un red flag aujourd'hui. Donc voilà, c'est tous ces petits codes qui sont pas forcément logiques au début par rapport au fonctionnement du marché actuel, qu'on aide nos clients à comprendre, à assimiler pour que leur introduction dans le Web3 soit la plus grande réussite possible. Et puis après, notre accompagnement, il va aller autant sur aider des clients à acheter des lands et de construire des expériences dans Sandbox ou dans des centrales land, que créer une conceptualisation d'aventure avec plusieurs drops NFT qui se lient les uns aux autres et qui amènent un vrai sentiment d'appartenance à la communauté, l'état d'esprit de faire du ticketing NFT, l'état d'esprit de faire des cartes de membres, etc. En fait, c'est vraiment montrer aux gens toutes les possibilités qu'il y a, tout ce qui peut être intéressant pour leur entité et faire en sorte qu'ils le fassent bien et pas à l'arrache. Tu pourrais nous citer un ou deux projets que vous avez accompagnés en nous expliquant peut-être voilà ce que vous avez vraiment fait pour eux et peut-être rapidement le use case qu'ils ont développé avec vous. En fait, le leitmotiv de notre Fund Token dès le début, c'était de fonctionner en marque blanche et de pouvoir permettre à nos clients de donner l'impression qu'ils avaient tout créé d'eux-mêmes, que ça venait de leur service interne. Le but, c'était pas de dire notre Fund Token aide les marques, notre Fund Token aide ces gens-là. C'était vraiment de le faire en marque blanche. Donc, c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir pas mal de clients, on va dire pas de battre, mais de gagner peut-être face à certains de nos concurrents qui voulaient absolument mettre leur nom partout, les logos partout, crier haut et fort qu'ils travaillaient pour telle ou telle marque, telle ou telle personnalité. Et les gens qui voulaient peut-être un petit peu plus de discrétion et donner cette impression que c'était eux qui avaient eu l'idée, c'est là-dessus qu'on travaillait. Donc, si aujourd'hui je disais j'ai fait ci, j'ai fait ça sur certains de ces clients-là, ça serait trahir l'engagement que j'ai fait à cette époque-là. Et c'était vraiment important pour nous et ça a été le leitmotiv dès le début de notre Fund Token. Par contre, à côté de ça, nous produisons des projets ou coproduisons des projets et je peux t'en parler de deux et demi aujourd'hui. Le tout premier, c'est notre projet interne maison, notre petit chouchou qui est MetaFight, qui est un trading card game autour du sport, qui est le MMA. Donc le principe est assez simple. C'est un jeu de cartes à collectionner. Tu collectionnes des vignettes de la même manière que les vignettes Panini, mais sur le monde du MMA. Et puis, dans ce monde du MMA, tu retrouves des combattants, des entraîneurs, des équipements, et avec toutes ces cartes, tu pourras participer à un play and earn, donc qui te mettra dans la peau d'un ancien combattant qui s'est blessé et qui monte une gym. Et pour monter cette gym, il va devoir recruter cet entraîneur, recruter ses fighters et, comme tout bon manager, choisir la meilleure ligue possible où envoyer ses combattants là où ils ont le plus de chances de gagner, accumuler de l'expérience, pouvoir recruter des nouveaux combattants, des nouveaux entraîneurs et vivre la vie d'un manager de salle de MMA. Merci pour la présentation du projet. Tu as devancé ma question. Forcément, moi, j'avais pas mal de questions à te poser sur MetaFight. La première, c'était pourquoi le monde du MMA et comment vous avez réussi à convaincre potentiellement voilà les différents fighters et puis la ligue aussi de vous faire confiance par rapport à ce projet que vous aviez. Écoute, tout ça, c'est pas mal de hasard, encore une fois. Julia avait suivi la légalisation du MMA en France, qui n'a eu lieu qu'il y a 2 ans et demi, en tant qu'avocate, et avait des clients qui faisaient du MMA. Donc, on a rencontré pas mal de monde dans ce milieu-là, et notamment Cyril Gann. Et c'est en rencontrant Cyril, en voyant la hype qu'il y avait autour de lui sur ce futur combat qui avait pourtant lieu que plusieurs mois,
qu'on a commencé à analyser les chiffres du MMA, ce que ça représentait dans le monde. Et on est tombé sur des chiffres qui nous ont totalement étonnés. On pensait qu'il devait y avoir 100 millions de personnes dans le monde intéressées au MMA. Et en fait, on est tombé sur des chiffres à 1,4 milliard de foyers touchés. Et on s'est dit, OK, il y a plus à faire que des petits drops ou des petites choses sur le MMA. On a aussi compris les règles, compris que c'était un des jeux qui avait les règles les plus complexes et les plus denses. Donc, ce qui forcément pour créer un jeu est tout de suite beaucoup plus intéressant que si on a trois ou quatre règles différentes et que tout se jouait beaucoup sur la statistique. Que dans le MMA, selon si tu es meilleur en pied-point ou si tu es meilleur au sol, il y a toute une stratégie à faire différente. Et là encore, ça venait pouvoir étoffer un game design qui pouvait être très très intéressant. Donc c'est comme ça que ça nous a donné envie de commencer à s'y mettre. On a commencé à écrire le jeu et quelques semaines après avoir commencé à écrire ce jeu, et ben Sora fait sa levée à 680 millions sur un trading card game également qui touche au sport également. Et on se dit que là peut-être c'est pas une si mauvaise idée que de continuer. Donc c'est vraiment ça les prémices. Et tu posais la question de comment les gens nous ont suivis. Eh ben écoute, c'est assez simple. On a une offre qui est faire. On a un partage de revenus avec tous les combattants, avec leurs managers également. On fait des cartes de gym, on fait des cartes de ligue, on fait des cartes d'équipement. Donc en plus, on va venir rémunérer aussi l'écosystème qui est autour du MMA et pas seulement les stars, pas seulement les fighters. Et tout un système également de packs qui fait que les cartes ne sont pas vendues en direct, sont vendues dans des packs où elles sont cachées, un peu comme ce que tu avais avec les cartes Pokémon ou les cartes Panini, qui nous permettent aussi de mettre au même niveau les grands champions et les débutants. En tout cas, dans un premier temps, au moment du premier processus d'achat, tu vas payer le même prix pour le champion que pour le jeune. Après, bien sûr, sur le marché secondaire, les cartes se revendront, mais c'est une façon pour nous de rendre ça extrêmement fair. Et le dernier point, c'est qu'on s'est rendu compte que la redistribution de l'argent dans le MMA était pas terrible. Il y avait des fighters qui étaient dans les plus hauts niveaux, ou en tout cas dans on va dire les 50 premiers mondiaux, qui touchaient à peine un SMIC français pour être sportif professionnel. Donc ce modèle de rémunération par un jeu digital pouvait en plus être particulièrement intéressant pour la carrière même sportive des athlètes. Ok, donc finalement, vous êtes vraiment vu comme une opportunité pour tout cet écosystème et on comprend mieux pourquoi finalement ils vous ont peut-être aussi accueilli à bras ouverts, quoi. Exactement, le deal est assez simple chez nous. On leur demande de signer un contrat électronique, de nous fournir une photo, absolument rien d'autre en échange. Et nous, on s'engage à créer un jeu qui respecte leurs valeurs. C'est pour ça qu'on a un combattant UFC notamment dans l'équipe, hein, qui est en interne chez MetaFight pour être sûr qu'on respecte les règles, qu'on respecte les valeurs. Et en échange de quoi, nous, on leur apporte une rémunération supplémentaire, donc sans réel effort. S'ils veulent mettre plus en avant le jeu, ils peuvent participer à la communication, ils peuvent faire des vidéos, etc. Mais rien ne leur est demandé de base, ni argent, ni plus d'implication que ça. Donc c'est vrai que ça a été dans les premiers temps plus facile de recruter que si tu n'as pas tout ça à proposer. Du coup, alors si on vient un peu sur ton quotidien en tant que cofondateur de Not Found Token et aussi de MetaFight, voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui te fait kiffer le plus au quotidien et voilà ce qui t'anime, voilà, qu'est-ce qui fait que chaque jour tu as la vibe et t'es hypé de travailler dans ce milieu-là? Alors déjà, il y a le fait de travailler dans des technos qui évoluent extrêmement vite, où il y a des nouveautés tous les jours, tous les 2 jours. C'est vrai que quand écrire un jeu et suivre une technologie où les possibilités changent toutes les semaines parce qu'on se rend compte que telle techno vient de sortir, telle personne vient de faire ça, ah mais regarde cette idée-là, personne l'avait déjà fait, viens on s'en inspire, on essaie de trouver quelque chose. Cette partie innovation me galvanise énormément. Et puis il y a la vision communautaire, de co-construire ce jeu avec une communauté qui est là tous les jours, qui nous soutient, qui nous explique, qui nous donne des avis, qui nous donne des retours. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. J'ai toujours beaucoup travaillé pour l'annonceur, donc avec une vision, un client dédié qui va donner ses retours. Et puis après, on va voir ce que ça donne aux yeux du grand public. Et bien souvent, entre la vision client et l'accueil de l'application ou du film ou de l'événement par le public, on ressent un décalage. Là, on est vraiment en contact direct avec le public et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer voilà dans le Web3 ou dans le monde des NFT? C'est quoi les conseils que tu lui donnerais pour pas rater son arrivée et pour peut-être trouver un job ou même lancer son propre business? Alors, je pense qu'il y a deux réponses dans ta question parce qu'il y a deux questions. Il y a trouver un job et il y a lancer son propre business. Pour lancer son propre business, ma réponse première, ça serait ne fais pas du Web3 pour faire du Web3.
Les NFT aujourd'hui, c'est un outil. C'est sûr que ça a pris une hype énorme et le mot NFT a placé un peu partout, à aider des gens à vendre des produits, d'autres gens à faire des levées de fonds. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais faire du NFT pour faire du NFT, alors qu'en vrai, il y aurait une solution Web 2, comme on dit, ou une solution centralisée qui serait plus efficace, plus écologique et moins contraignante pour l'utilisateur. Pour moi, c'est une erreur. Et même si ça peut marcher ou ça a pu marcher, parce que je pense que c'est de plus en plus compliqué pendant 6 mois, parce qu'il y avait une grosse hype autour de ce sigle. Je pense que c'est de moins en moins vrai et que ça peut vite être une erreur parce que mine de rien, développer sur la blockchain, c'est pas développer avec des serveurs, c'est pas aussi simple et que si tu te lances pour pouvoir dire que tu fais du Web 3 avec la complexité de ce que représente la blockchain, ça serait pour moi une erreur. Donc la première, ça serait vraiment se lancer avec un projet, avoir un projet, ne pas créer un projet pour faire des NFT, mais ajouter la technologie NFT à ton projet si cela a un sens. Pour ce qui est des personnes qui voudraient trouver des jobs, je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de nouveaux métiers qui se créent, mine de rien, sur ces sujets-là. Le métier de community manager Discord, par exemple, aujourd'hui, par rapport à ce que sont les habitudes du community management, ont énormément changé. Il y a beaucoup de langages de programmation qui se créent et qui sont nouveaux, qui se créent tous les jours. Enfin, pas les langages qui se créent tous les jours, mais qui évoluent tous les jours. Donc, pour des jeunes développeurs qui n'auraient pas encore choisi de spécialisation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder avant de faire des choix sur les spécialisations, parce que je pense que le développement blockchain a des beaux jours devant lui. Et puis surtout, apprendre, diguer, comme on dit, l'écosystème, parce qu'en fait, on peut être autodidacte dans ce milieu puisqu'il n'existe que depuis très peu de temps et qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, beaucoup de gens et surtout beaucoup d'entraide. Je pense que c'est assez simple pour un nouvel arrivant de trouver des gens qui vont lui expliquer les codes, qui vont lui expliquer les erreurs à ne pas faire. Et donc, la première chose que je dirais en réponse globale, c'est commencer par s'intéresser à ce nouvel écosystème, à ces codes, et à s'intéresser aux gens qui sont déjà en train de le faire, parce que normalement, ils sont plutôt là pour tendre la main que pour fermer la porte. De ton côté, tu pourrais nous citer 2 ou 3 médias ou podcasts ou sites internet que tu consultes régulièrement pour rester justement à la page et avoir des idées fraîches et nouvelles? Alors déjà de très loin pour se faire son propre avis, je pense que qu'il faut regarder OpenSea ou il faut regarder LooksRare ou un autre site, un autre marketplace qui centralise un petit peu ce qui se fait sur la blockchain pour se faire son propre avis, voir comment ça se vend, comment ça évolue, quelles sont les typologies de NFT et aller soi-même se faire son premier avis sur ces projets. Quand un nouveau projet rentre dans le top 100, aller voir ce qu'il fait, ce qu'il propose. Est-ce que ça a l'air plutôt d'être un projet de collectible? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est tout ça? Je pense que c'est le premier élan parce que c'est toi qui te fais ton premier avis. Et ça, c'est très, très intéressant. Après, bien évidemment, j'ai plusieurs canaux Telegram que je suis constamment pour avoir les news, les différentes en direct, les différentes choses qui sortent, que ça soit dans une partie plus grand public où on va suivre ce que font les marques et un peu le milieu mainstream dans le Web 3, mais aussi aller chercher dans les plus bas-fonds les projets de dev, les projets qui ont peut-être pas au début beaucoup d'ambition, mais qui par leur créativité, ont un intérêt et peuvent donner de l'inspiration pour rentrer sur d'autres projets. Donc c'est beaucoup de Telegram, c'est quelques sites un peu généralistes comme Cryptost, comme Bean Crypto, même le journal du coin pour avoir aussi les news plus françaises et plus proches de notre écosystème à nous, ça va être ça. Et puis des échanges sur Discord, je suis sur énormément de canaux Discord différents. Et encore une fois, c'est voir ce que les gens ont à dire, voir ce que les gens trouvent, plus qu'aller chercher la petite news précise. Tu nous partagerais peut-être après, mais on pourra les mettre en lien dans le podcast. Je sais pas, un groupe Telegram et un groupe Discord peut-être que tu trouves à forte Avec valeur. plaisir, tout à fait. En effet, je vais pas avoir de nom à te citer là maintenant parce que je risque de les confondre, mais avec grand plaisir pour te donner quelques liens que je considère être de valeur. Super, c'est très cool de ta part. Du coup, alors on a pas mal parlé de projets. Alors peut-être hors de l'environnement NotFound et puis MetaFight, tu dirais que c'est quoi ton projet coup de cœur du moment hors de cet univers? Voilà, c'est quoi le projet qui te hype? Alors, du moment actuel, on va dire, c'est ça. Moi, je suis très, très hypé par CTA, par Cozy Edges, d'avant même qu'ils arrivent sur Terra. Donc, j'ai hâte de pouvoir ouvrir mes petits boosters. Je t'avoue, dans celui du moment, ça serait principalement celui-là. Et puis, je suis holder d'un mutant en tape. Donc, forcément, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le métavers de Yuga Labs. Dans CTA, c'est quoi particulièrement que tu trouves cool dans ce projet-là? Sur le même état d'esprit que ce que nous on veut faire avec MetaFight, je pense que un des fonds des NFT va être d'accompagner le gaming. L'état d'esprit qu'on essaie de mettre en place avec MetaFight, c'est vraiment de montrer que les NFT est un outil
et que c'est un outil rêvé pour le gaming. Pendant des années, on n'a pas réussi à mettre de valeur, ou en tout cas, on n'a pas essayé à mettre des valeurs sur des assets digitaux, alors que pourtant, nombre de jeux vidéo les vendaient. Si on prend Fortnite ou FIFA, ça fait des années qu'il y a des skins à acheter ou des cartes à acheter pour être meilleur dans le jeu. Mais arrivé à la fin de l'année, la fin de la saison, eh ben, plus rien n'est valable. Et même si tu as dépensé 1 000 € dans l'année, tu vas réacheter un nouveau jeu et redépenser tes 1 000 € pour être aussi compétitif. Les assets ne t'appartiennent pas. Et un des cas d'usage fort, je pense, des NFT, c'est de permettre aux joueurs de se réapproprier ce qu'ils achètent et donc de pouvoir, s'ils ont envie d'arrêter le jeu, le revendre sur un marché secondaire. S'ils ont plusieurs fois la même carte, pareil, la revendre légalement et qu'il y a un suivi, parce que on le sait très bien qu'il y a des reventes de comptes sur FIFA, on le sait très bien qu'il y a des échanges de skins par des moyens détournés, plus ou moins marché gris sur pas mal de jeux vidéo. Mais là, on est en train de créer une technologie qui permet de surveiller tout ça, rendre tout ça transparent et simple. Et donc, ce que je vois avec CTS, c'est que ce n'est pas un jeu blockchain, c'est un jeu vidéo qui intègre des mécanismes blockchain pour rendre le jeu encore meilleur. Et c'est cette mentalité-là qui me plaît particulièrement. Et puis bien sûr, moi qui étais joueur Magic, qui était un petit peu dans cet état d'esprit en étant enfant, en tout cas touché par ces éléments fantastiques et ces éléments futuristes, et ben le fait que l'histoire rejoigne les deux, le fait que le jeu soit aussi complexe, aussi poussé, les graphismes, etc. Me donne particulièrement de hype dessus. Tu penses que tu seras où, Thomas, dans 10 ans? Écoute, Romain, j'espère que dans 10 ans, on aura développé grandement MetaFight et créé la plateforme suprême du Web3 sur les sports de combat dans un premier temps, et puis peut-être sur plus généralement le sport en général. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu sur cette typologie d'utilisation des NFT et de la blockchain, qui est d'accompagner les sportifs de haut niveau, qui est d'accompagner les personnes qui sont peut-être pas rémunérées à juste titre parce que leur discipline manque de hype et qu'on vit malheureusement dans un monde où cette hype est assez importante. Et je pense que ces mécanismes, je pense que ces jeux qui à la fois sont rentables pour les sportifs, pour les joueurs et pour les sociétés qui les fabriquent ont un réel avenir. Et j'aimerais pouvoir développer le principe de MetaFight à une beaucoup plus grosse échelle, sur beaucoup plus de disciplines, et puis en suivant bien sûr les sorties technologiques. Quand on voit l'avancée techno et à quel point elle dépasse notre imaginaire entre il y a 10 ans et aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'être dans 10 ans et de pouvoir te présenter des projets où on n'imagine même pas encore la faisabilité de ceci. Clairement, ça fait rêver. Alors, le temps passe vite, on arrive déjà à la dernière question. Je sais que tu fréquentes beaucoup d'événements et beaucoup de monde. Est-ce que tu saurais me dire qui t'a marqué récemment, ou peut-être même la personne qui plus globalement t'inspire le plus dans ce secteur Web3? Écoute, je pense que c'est pas une personne seule qui m'inspire dans le Web3, et c'est justement ces valeurs-là que j'adore dans le Web3. En fréquentant tous ces événements, ce que je remarque surtout, c'est la cohésion en fait et la capacité qu'ont les gens à créer des choses ensemble sur quelques jours, quelques heures, quelques minutes, l'ouverture de tout le monde, ce sentiment de non-concurrence. J'ai organisé beaucoup d'événements dans une autre vie, dont des événements d'entreprise ou des salons pour des disciplines. Et on voit qu'il y a tout de suite beaucoup de doutes, beaucoup de regards, beaucoup de, je sais pas comment dire ça, beaucoup d'intimité par rapport au business, et que les gens partageaient assez peu en fait, tous un peu frileux d'être concurrents. Et ben ça va être cet état d'esprit inverse que je retrouve sur ces événements Web3 qui me touchent beaucoup et qui sont pour moi le cœur même du Web3. C'est des gens qui sont là en train de dire mais non, mais il y a pas de souci, appelle un tel de ma part, tu vas voir, c'est génial. Ils partagent leurs prestataires, ils partagent du code, ils partagent des idées, ils partagent des concepts sans rien demander en retour, juste pour avoir ce sentiment d'appartenance à peut-être un groupe ou peut-être une technologie commune. Et je trouve que c'est là le point fort du Web3, de pas avoir de réels gourous, de réelles têtes d'affiche, d'avoir juste des gens qui travaillent ensemble et se partagent des idées, se partagent du concept, se partagent des technos. C'est vraiment ça que je trouve galvanisant dans ce milieu. Ouais, je partage à 100%, et c'est ce que disait aussi Corentin dans un précédent épisode. Il parlait justement d'horizontalité, tu vois, de hiérarchie flat, et pour lui, c'était ça le vrai Web3, quoi, Je suis effectivement. totalement d'accord. Écoute, il me reste à te remercier pour cet épisode. Comme d'habitude avec tous mes invités, décidément c'est une habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. J'espère que voilà que tu as apprécié aussi l'exercice de ton côté. Je sais que c'est pas toujours facile, mes questions sont parfois un peu piégeuses, mais
Non, non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. J'espère que ça te conviendra et que tu arriveras à en faire quelque chose à la fin. J'en doute pas, Thomas, j'en doute pas. Écoute, merci encore. Et puis, bien entendu, je souhaite beaucoup de succès à notre Found Token et puis à MetaFight. Merci À beaucoup, très vite. Romain. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.